voilà, d'abord je voudrais beaucoup remercier les organisateurs du parcours de la céramique de m'avoir convié à venir vous parler aujourd'hui d'un nouvel aménagement que nous venons de réaliser à Versailles, enfin à la fin de l'année 2019. Malheureusement, peu de gens l'ont vu, puisque deux mois après son ouverture, pratiquement, on a été obligé de fermer le château, comme vous le savez. Cet aménagement, nous l'avons réalisé pour plusieurs raisons. Je vais essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer les raisons de cet aménagement, les principes qui nous ont guidés dans cet aménagement, et puis bien sûr vous montrer des photos et vous montrer la manière dont nous l'avons réalisé, quel est le processus aussi, comment fait-on pour réaliser ce genre d'aménagement. Alors, certains d'entre vous présents ici savent que depuis les années 90, les collections versaillaises de porcelaine se sont considérablement accrues, augmentées, en particulier dans le domaine des pièces de service et des pièces destinées au décor de la table royale. Essentiellement, ce sont essentiellement des pièces de porcelaine de la manufacture de Vincennes-Sèvres, mais vous verrez que depuis 2018, nous présentons également des pièces de service réalisées en Chine, commandées par Louis XV par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes. Voilà. Donc, il est vrai que cette prise de conscience de l'importance de ces pièces de service en porcelaine, on le dit souvent, elle est due à l'extraordinaire exposition des tables royales que vous avez sans doute vue, beaucoup d'entre vous, en 93. Et cette exposition, elle a eu un rôle de détonateur, on peut dire. Elle a vraiment fait prendre conscience de l'importance de la porcelaine française, des porcelaines fabriquées à la manufacture de Vincennes-Sèvres, de l'attachement de Louis XV et Louis XVI à leur manufacture. Ils n'ont cessé de la soutenir contre vents et marées, et à plusieurs reprises c'était difficile. Pour Louis XV et pour Louis XVI, la manufacture n'a pas une vie facile, forcément, au XVIIIe siècle. Et tout ça, c'était quelque chose qui était très nouveau. Et cet aspect de soutien vraiment très déterminé de Louis XV et Louis XVI était vraiment manifeste dans cette exposition. Ce soutien, il s'exprimait de plusieurs manières, mais notamment par l'idée d'envoyer des pièces de la manufacture de Sèvres en guise de cadeau diplomatique. Alors ça, c'est pas Louis XV qui en a eu une première idée, les lecteurs de Saxe avaient donné l'exemple dès les années 1730, mais Louis XV s'est engouffré dans cette voie, et avec tout à fait un grand succès, puisque ces cadeaux diplomatiques, ils ont permis de faire connaître à toute l'Europe les productions de la manufacture de Vincennes-Sèvres. Donc c'était un soutien formidable. Alors, ces pièces de porcelaine, vous le savez, elles ont été toutes entièrement dispersées à l'époque révolutionnaire. Et donc là, pour essayer de reconstituer les éléments de ces collections, c'est difficile, c'est un travail de longue haleine, un travail de bénédictin, mais on s'y attelle les uns après les autres, et j'espère que mes successeurs continueront dans cette voie. Nous avons la chance, et ça je veux le dire devant vous, et je le dis toujours, nous avons eu la chance d'être très aidés dans cette démarche par de très généreux donateurs, dont certains sont présents ici, et que je veux remercier de vive voix. Et je veux remercier aussi la Société des Amis de Versailles, qui a été vraiment un soutien indéfectible depuis bientôt 30 ans dans cette démarche. Et je me souviens de conversations avec son ancien président, Olivier Drouhan, qui me dit comment se sont passés les premiers achats de porcelaine, qui n'étaient pas évidents, forcément. Il n'est pas évident toujours de convaincre les uns et les autres. Donc les pièces se sont accrues. Aujourd'hui, nous pouvons présenter une centaine de pièces dans ce nouvel aménagement. Dans les nouvelles acquisitions, enfin c'est déjà plus très nouveau puisque ça date de 2011, j'ai mis dans la première page cette fameuse jatte à punch du service bleu céleste de Louis XV, qui était un achat formidable et que nous avons pu effectuer grâce au mécénat de la société KPMG. C'est une pièce qui avait été classée trésor national et nous avons pu l'acheter ainsi. Vous m'entendez ou pas? Parce que avec les voitures, d'accord. Donc, pour différentes raisons, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, nous avons installé ce nouvel aménagement dans cette pièce, que vous connaissez sans doute si vous connaissez l'appartement intérieur du roi à Versailles, qui est une pièce qu'on appelle la pièce des buffets et du billard, enfin qu'on appelait ainsi au XVIIIe siècle. Curieusement, son usage en tant que pièce des buffets, la connaissance de cet usage s'était un peu perdue.
Et je sais très bien qu'à Versailles, au début des années 2000, tout le monde parlait de la pièce du billard et on n'évoquait jamais les buffets. Or, dans cette pièce, il y avait des placards, comme je vous montrerai tout à l'heure, et on y rangeait la vaisselle utilisée dans la salle à manger voisine. Donc cette pièce avait une raison, une légitimité, et pour d'autres raisons également, des raisons historiques. C'est dans cette pièce que nous avons réalisé cet aménagement. Alors, cette pièce, elle est placée d'une façon c'est la dernière pièce de l'appartement intérieur. Hein. Alors, je n'ai pas de petites flèches. Vous avez ici, cette porte donne sur la salle à manger dite aux salles neuves. Non, alors c'est pas ce que je voulais faire. Salle à manger aux salles neuves voisines, puisque cette pièce, en fait, lorsque la salle à manger aux salles neuves a été aménagée en 1769, cette pièce a été aménagée en même temps et elle était destinée à desservir la salle à manger. Et on verra sur des plans qu'il y avait des placards. Et on ne voit pas les élévations, on n'a pas d'élévation malheureusement, mais on voit l'emprise au sol de ces placards pour ranger la vaisselle. Au fond, vous avez le salon des jeux, que vous connaissez dans l'entrevue, et ici, nous sommes au revers du salon de Diane, hein, c'est le grand appartement. Voilà. Alors, voilà la présentation telle qu'elle se présente aujourd'hui. En réalité, nous avons fait réaliser 2 meubles de menuiserie qui s'inscrivent dans les travées de boiserie. Alors, les boiseries que vous voyez aujourd'hui datent pour l'essentiel de l'époque de Louis-Philippe et pour une partie moindre de 1980. Ce ne sont pas des boiseries anciennes. On est encore dans l'appartement intérieur, mais dans une pièce qui a été très transformée à l'époque de Louis-Philippe. Donc, on a des travées de boiserie très simples. Et les 2 meubles que nous avons fait réaliser s'inscrivent dans ces travées de boiserie. Alors, il y avait plusieurs objectifs dans cette nouvelle présentation. D'abord, montrer la variété inouïe des formes et des décors, même si nos collections sont bien incomplètes, on peut tout de même le deviner. Montrer également donc l'importance numérique des pièces, puisqu'il y a pratiquement une centaine de pièces dans cet espace, donc ce n'est pas rien. Et on espère que ce nombre changera dans le futur. Et j'ai d'ailleurs veillé, vous voyez par exemple dans le meuble qui est à gauche ici, où est exposé le service bleu céleste, mais il y a encore un petit peu de place pour de futures acquisitions, et c'est le cas ailleurs. L'autre mission, j'en ai déjà un peu parlé, c'était de montrer le soutien sans faille de Louis XV et Louis XVI envers la manufacture, et de rappeler que c'est Louis XV qui a eu l'idée, vous savez, d'organiser des expositions-ventes de la manufacture en 1758 à Versailles. Alors, les premières expositions ne se déroulaient pas ici, elles se déroulaient au 2e étage, dans les cabinets du 2e étage. Je vous montre. Voilà, vous avez ici un plan qui vous montre le plan du 2e étage, et les expositions ventes à partir de 58 se déroulent dans la salle à manger d'hiver du 2e étage, c'est-à-dire c'était là que c'était la salle à manger usuelle de Louis XV. Voilà, on va revenir en arrière. Alors, à partir de 1769, quand Louis XV a fait aménager la salle à manger aux salles neuves, eh bien, on a fait tout naturellement transformer la pièce voisine en antichambre pour le service de la salle à manger, et on y a installé des placards. Je vais vous montrer dans un instant un plan où on voit très bien l'emprise de ces placards. Alors, il faut rappeler peut-être que cet appartement du roi, en réalité, il a eu plusieurs fonctions dans le temps. Je ne veux pas revenir complètement en arrière, mais la pièce des buffets où sont installées les porcelaines, elle a été la pièce de buffet de Louis XV. Elle a été, entre 1753 et 1769, une antichambre dans l'appartement de Madame Adélaïde, celle qui est devenue la fille aînée de Louis XV du fait du départ d'Élisabeth à Parme et de la mort de ses sœurs aînées. Mais en 1769, vous savez, c'est la date à laquelle arrive Madame du Barry à Versailles. Et Louis XV offre à Madame du Barry la jouissance des cabinets du 2e étage. Donc il a besoin de récupérer des espaces, et il veut récupérer l'ancien appartement intérieur qui avait été octroyé à Madame Adélaïde. Madame Adélaïde est priée de partir au rez-de-chaussée, et Louis XV récupère ces espaces et il fait réaménager ces espaces par Gabriel. Et c'est Gabriel qui va aménager la grande salle à manger telle que vous la connaissez aujourd'hui.
Voilà ici un plan du premier étage du château. La pièce donc qui a servi à l'aménagement de cette présentation des porcelaines, c'est celle qui est encadrée par ce grand rectangle rouge qui porte le numéro 3. Et je ne sais pas si vous le voyez, sur le côté gauche et en bas à droite, vous avez l'emprise des placards. Est-ce que vous le distinguez? Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc la salle à manger est ici. La salle à manger aux salles neuves est ici. Voilà, la pièce des buffets est ici. Ici, c'est le salon de Diane. Et puis ça, à partir de 1774, c'est le salon des jeux. Donc, alors, ouais, ça c'est très bien. On distingue, je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Vous voyez, tout ça, c'est l'emprise au sol des placards. Malheureusement, on n'a aucune élévation, donc on ne sait pas à quoi il ressemblait. Et puis ici, vous avez un espace qui nous paraît peut-être étrange, c'est en fait un réchauffoir. Un réchauffoir qui a été aménagé en 1769 pour réchauffer les plats qui arrivaient des cuisines qui étaient au deuxième, voire au troisième étage. Voilà. Donc, cet endroit, si vous voulez, avait une véritable légitimité pour installer aujourd'hui les pièces de service, puisqu'elles ont figuré au XVIIIe siècle. Voilà. Je vous dis tout ça, c'est un peu long, pardonnez-moi, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'intérieur de la maison sur l'emplacement, sur le choix de cette pièce. Ça n'a pas été toujours facile de convaincre, mais vraiment, je pense que c'était le meilleur endroit où l'on pouvait présenter ces pièces. Et voilà. Et en plus, on a fait une muséographie qui est extrêmement respectueuse des lieux, c'est-à-dire que les deux meubles que vous avez vus tout à l'heure, il n'y a pas un clou sur les boiseries de Louis-Philippe, on peut les enlever du jour au lendemain et ils n'ont en rien modifié la structure des boiseries. Donc on a vraiment cherché une formule extrêmement respectueuse des lieux, mais en même temps qui met en valeur ces collections qu'on a eu tant de mal à recueillir et qu'il faut montrer dignement. Voilà, c'était le but et j'espère que vous viendrez voir dans le futur sur place ces différentes collections. Alors, il faut rappeler peut-être une chose, c'est que vous savez peut-être qu'après Louis XV utilisait pour un cercle vraiment intime la salle à manger du deuxième étage, mais en 1754, il fait aménager par Gabriel une première salle à manger dans l'appartement intérieur qu'on appelle la salle à manger des retours de chasse, que vous connaissez sans doute, et que vous avez donc sur l'écran. Cette salle à manger des retours de chasse était dotée également d'une pièce des buffets. Cette pièce des buffets, elle avait été construite, elle n'existe plus aujourd'hui. Alors, je vais vous la montrer sur le plan. Alors, la salle à manger des retours de chasse, elle est ici. Et on avait construit une construction légère sur la cour du roi qui abritait la pièce des buffets attenante. Cette pièce des buffets, évidemment, elle a été vidée de son contenu au cours du XVIIIe siècle parce que Louis XVI n'a pratiquement pas utilisé la salle à manger des retours de chasse. Et elle s'est beaucoup dégradée pendant l'époque révolutionnaire et elle a été détruite sous l'Empire. Donc elle n'existe plus. Voilà. Donc, ça, c'est la salle à manger des retours de chasse qui était assez utilisée par Louis XV, mais pas du tout par Louis XVI. Et Louis XVI en a fait surtout une sorte de cabinet d'œuvres très précieuses. Il mettait des pièces d'orfèvrerie, des objets en bois pétrifié, des objets extrêmement précieux de ses collections. Alors, la deuxième salle à manger. Alors, il faut penser que le fait qu'il y ait des salles à manger, les salles à manger apparaissent seulement au XVIIIe siècle à Versailles. La notion de salle à manger, vous le savez certainement, au XVIIe siècle, il n'y a quasiment pas de salle à manger dans les demeures françaises. Il me semble que l'exemple le plus ancien, c'est Vaux-le-Vicomte. Sur les premiers plans de Vaux-le-Vicomte, on voit une salle à manger. C'était considéré comme un luxe absolument inouï de consacrer une pièce entière à la salle à manger. Habituellement, on dresse une table, comme vous savez, dans une antichambre ou dans une chambre. Donc, au XVIIIe siècle, il y a un mouvement, vous savez, vers la commodité, vers l'intimisme, et c'est tout à fait... on reconnaît bien là le caractère de Louis XV, qui a envie d'avoir une salle à manger où il se réunit avec des amis, avec des proches, des personnes pour lesquelles il a de l'affection. Voilà. Alors, ça, je vous montre ici la maquette de l'escalier des ambassadeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous savez que cet escalier merveilleux, construit par Mansart et décoré par Lebrun, a été détruit malheureusement en 1752, justement pour aménager cet appartement intérieur sous la direction de Gabriel.
Et donc notre pièce des buffets, en fait, elle est située là. Ça, c'est ce qui a précédé la salle des buffets. C'est-à-dire qu'on est sur le palier, sur le palier d'une des volées de l'escalier des ambassadeurs. Donc, à droite, vous avez la porte qui donne vers le salon de Diane, à gauche, la porte qui donne vers le salon de Vénus. Je ne sais pas si vous y retrouvez. Et cette maquette date des années 50, mais elle est bien utile pour identifier les lieux et pour se retrouver. Alors, je vous l'ai dit, cette pièce a été utilisée comme pièce des buffets, donc à partir de 1769. À partir de 1776, elle a un deuxième usage. Elle devient également une pièce du billard, puisque Louis XVI il fait installer un billard par son pommier, qui s'appelait Masson. Fiston Bollez a publié tout un article sur le billard de Louis XVI. Et donc, mais la pièce demeure avec quand on parle des buffets, pour cette pièce, il ne s'agit pas de buffets qu'on installe sur les tables. Il s'agit bien des placards dessinés, arranger les pièces de vaisselle. Et vous savez que quand il y avait trop de convives sur la table royale voisine, eh bien, on mettait des planches sur le billard et on l'utilisait comme table, une salle à manger. Voilà, donc ce qu'on fait encore dans les bonnes maisons françaises à la campagne, quand il y a trop d'invités. Voilà. Donc, cette idée de billard, finalement, a prédominé dans la mémoire. Finalement, tout le monde pensait que cette pièce n'était qu'une pièce de billard, puisque les placards ont disparu au XIXe siècle. Donc, on n'en connaissait plus l'existence. Alors, le souvenir de l'usage de cette pièce comme un billard est peut-être conservé aujourd'hui par la présence de cette très très jolie marque de billard que vous connaissez sans doute, qui est une plaque peinte en porcelaine tendre de Sèvres, qui était peinte par Levé en 1786, qui n'est pas partie, lorsque Louis XVI et la famille royale sont partis à Paris en 1789, ils ont emporté un certain nombre de choses, notamment des pièces de service, beaucoup de pièces de service, mais la plaque de billard est restée à Versailles. Et c'est pour ça qu'elle est décrite dans l'inventaire de 1791, mais malheureusement, elle est vendue en 1994. Elle est vendue pour la somme, c'est dramatique, pour 21 000 livres, ce qui est une somme absolument ridicule quand on voit la beauté de cette plaque. Cette plaque, c'est une sorte de trompe-l'œil, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue en réalité, c'est-à-dire on dirait une table d'architecture, et finalement vous avez les billes de billard qui forment les gouttes, comme sur sur une architecture antique, et les trois queues de billard, une au centre et les deux sur les côtés. C'est très très joliment peint, avec des guirlandes de fleurs, des chutes de fleurs extrêmement élégantes. Voilà. Notre objectif, montrer cette centaine de pièces à l'aide d'une muséographie élégante, mais qui soit, comme disent les intellectuels aujourd'hui, significative, j'aime pas beaucoup ce nom, mais qui apprennent beaucoup de choses aux visiteurs simplement au premier regard, si vous voulez. Dès le premier regard, on voit l'abondance des pièces, on voit des services différents rangés dans les différentes travées, une évolution des décors, une évolution. Et puis, je tenais beaucoup à la présence de pièces en biscuit, dont on sait que ces modèles avaient été achetés par Louis XV et Louis XVI. Alors, vous savez qu'avec les biscuits, c'est toujours très difficile de dire ça, c'est l'exemplaire de Louis XV et de Louis XVI, puisque ces biscuits ont été tirés en plusieurs exemplaires, mais ce qu'on peut savoir, c'est que Louis XV et Louis XVI en ont acheté des exemplaires à telle date, et donc c'est très intéressant pour nous de le montrer. Alors, bien sûr, cette présentation, elle sera toujours incomplète. Il y a des collections qui ne reviendront jamais à Versailles. Le somptueux service mythologique de Louis XVI est pour l'essentiel dans les collections de la reine d'Angleterre à Windsor. Une grande partie du service bleu céleste est aujourd'hui au Danemark, dans une fondation. Donc, vous allez me dire, c'était mission impossible tout ça. Mais bon, malgré tout, il y a tout de même des objets qui apparaissent quelquefois dans le marché de l'art. On est même surpris finalement de ces objets qui réapparaissent plus de 200 ans après. Et il faut essayer de saisir les occasions, de les faire revenir dans leur maison d'origine. Alors, j'ai volontairement montré donc un certain nombre de biscuits. Nous avons
j'ai voulu montrer ce que c'était qu'un surtout de table au XVIIIe siècle. Alors, nous en avons un qui est presque complet, c'est le surtout de Bacchus, qui est un surtout créé par Boiseau en 1773 et que Louis XVI a aimé beaucoup, particulièrement. Il a acheté à plusieurs reprises des éléments du surtout de Bacchus. Ce surtout était composé de 7 pièces. Donc, il y a une pièce principale que vous avez ici, Bacchus servi par des bacchantes, et puis vous avez 2 pièces secondaires, et puis 4 petites pièces, 4 figures isolées. Hein. Voilà. Nous en avons 6 sur 7, 6 tirages du XVIIIe siècle, donc on les a présentés. Vous me direz, mais pourquoi n'avez-vous pas fait une table avec ces objets, hein? Ça, c'est quelque chose que qu'on ne peut vraiment pas faire à Versailles aujourd'hui. Nous n'avons pas une pièce d'orfèvrerie. Comment voulez-vous dresser une table si vous n'avez pas de couvert sur la table? Les verres, on peut trouver des verres du XVIIIe siècle et les mettre sur des tables servantes. De toute façon, ils ne figuraient pas sur les tables. Mais les couverts, c'est impossible. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Hein. On peut le faire encore dans certains pays d'Europe qui ont conservé les services offerts par Louis XV et Louis XVI et qui ont conservé leur orfèvrerie. Mais à Versailles, c'est absolument impossible. Et je sais souvent on me pose cette question, mais malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Donc là, on a quand même réuni toutes les pièces de ce surtout qu'on avait dans nos collections, et je pense que c'est intéressant. Ce lieu se visite avec des conférenciers. Les conférenciers peuvent expliquer la notion de surtout et du décor de la table. Alors, pour aménager ce lieu, évidemment, j'ai passé en revue toutes les présentations qui existent aujourd'hui en Europe, que vous connaissez bien sûrement. Ça, c'est l'option Dresde, que vous connaissez, les salles de la Porzellansammlung à Dresde, qui sont merveilleusement présentées. Mais il était évident que cette présentation, aussi belle soit-elle, n'était pas du tout adaptée à nos collections. Alors, il y a une abondance d'objets. Vous avez des pièces qui n'étaient pas des pièces de service à proprement dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des plats, il y a des assiettes, mais mélangées avec des vases, et ces plats, ces assiettes n'étaient pas utilisés par les lecteurs de Saxe. Donc, ce sont vraiment les collections des lecteurs qui sont montrées. Donc, c'est une autre optique, c'est un autre cheminement. Par ailleurs, les pièces sont peu protégées. Les Allemands sont très disciplinés, font très attention. En France, on est obligé de faire beaucoup plus attention à la sécurité des œuvres. Et puis, elles ne sont pas du tout protégées de la poussière, surtout. Alors, là, je vous ai mis trois options. Vous avez à la partie supérieure, c'est le service Starenberg à Wednesday Manor, pardon, qui est présenté aussi un petit peu à la manière allemande, sur un mur complètement. Alors, ce genre de présentation présente des difficultés, c'est-à-dire que une présentation très figée. Si vous enlevez par exemple 3 assiettes accrochées au mur pour les prêter à une exposition, vous avez un trou affreux et ça ne va pas. Donc puis c'était aussi une option dans laquelle les pièces sont assez peu protégées, donc ça ne convenait pas. En bas à droite, vous reconnaîtrez la présentation du service Carmin qui a été réalisée à Fontainebleau. Un petit peu trop moderne à mon goût, peut-être, et puis qui n'est pas placé à l'endroit exactement où les pièces ont été utilisées. Donc c'était pas tout à fait pour moi idéal. Et en bas à gauche, vous reconnaissez le cabinet de porcelaine du musée Camondo. Et finalement, on en revient toujours au cabinet de porcelaine. Hein. C'est quand même une des options les plus intéressantes, avec le fait qu'on voit très bien que ces baies vitrées, ces travées vitrées, permettent de faire des groupes, permettent visuellement de séparer des groupes et les services. Alors, à Camondo, le principe est un peu différent, puisque ce sont toutes des pièces qui appartiennent à des services aux oiseaux de Buffon, mais ce sont d'abord différents services. Mais malgré tout, moi j'avais expérimenté la chose quand j'étais au Louvre. Vous reconnaissez en haut, très mauvaise photo, mais de l'ancien cabinet des porcelaines du Louvre. Et ce qui était merveilleux dans ce cabinet, c'est qu'on pouvait vraiment séparer les groupes, séparer les fonds de couleurs qui ne vont pas ensemble, par exemple. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de balayer un peu toutes les options qui pouvaient exister. En bas, ce sont les pièces de la collection Thiers que j'avais aménagées dans des vitrines je ne sais plus quel est ce grand ébéniste du début du XIXe siècle. Mais là aussi, c'est une collection très figée, c'est-à-dire que ces pièces, on ne les bouge pas. C'est la collection Thiers, on ne peut pas les prêter. Donc,
Donc c'est très bien de les mettre dans un très joli meuble comme ça, mais ça ne convenait pas à nos collections. Et nous n'avions pas d'ailleurs de belles... ça c'est l'option Windsor, hein. Ce sont les pièces du service de Louis XVI qui sont présentées dans de très très belles meubles consoles de Bélanger, magnifiques. Mais voilà, nous n'avions ni les consoles, ni aussi l'abondance de pièces qui sont à Windsor. Donc finalement c'est l'option cabinet de porcelaine qui s'est imposée à nous. Alors voilà le premier projet. Alors, pour réaliser ce projet, je voudrais rendre grâce à plusieurs bonnes fées. Tout d'abord, je voudrais remercier vraiment, presque solennellement, Catherine Pégard et Laurent Salomé de leur confiance. Ils ont aimé ce projet et ils l'ont soutenu. Remercier la Fondation Lamarck, qui est une fondation luxembourgeoise, qui a financé entièrement ce projet, avec beaucoup de générosité, de souplesse, de gentillesse. Je voudrais remercier Jérôme Dumoux, qui est le scénographe qui a réalisé ce projet. Et voilà son premier dessin. On est au début, on est dans les limbes du projet. Et puis je voudrais remercier Vincent Bastien, que certains d'entre vous connaissent ici, qui travaille avec moi depuis des années et qui a été toujours qui a veillé avec beaucoup de vigilance sur le projet et qui m'aidait quand j'oubliais quelque chose, qui m'arrive de plus en plus souvent, donc c'était bien précieux. Voilà, donc vous voyez, l'idée, ce sont ces deux meubles qui occupent l'emplacement des buffets du XVIIIe siècle et qui s'inscrivent parfaitement dans les travées de boiserie. Hein. Donc ils sont très, très, très respectueux des lieux. Alors le projet a un peu évolué, on a imaginé un fond de tissu bleu, on a imaginé ensuite un fond cramoisi, qui est celui qui a été finalement conservé. Mais très vite, l'idée de ces deux meubles s'est fait jour. Alors c'est assez amusant quand je regarde ces anciens projets. Vous voyez en bas, dans la partie, vous avez toutes les pièces du bleu céleste, et à ce moment-là, nous n'avions qu'une pièce du service en porcelaine de Chine de Louis XV, et nous avons pu acheter ensuite 5 pièces l'année suivante. Donc, tout naturellement, une travée a été consacrée à cet ensemble par la suite. Voilà. Tout ça, c'est pour vous expliquer les principes qui ont été choisis. Maintenant, on peut regarder les objets de plus près. Donc, le premier meuble est celui qui relie, si vous voulez, le salon des jeux avec la salle à manger des porcelaines. Donc, à gauche, nous avons décidé de présenter... Donc, puisque nous souhaitions être très respectueux de la chronologie, d'abord les pièces chinoises. Hein. Donc le premier objet de cet ensemble qui est entré dans les collections, c'est le plat circulaire qui est à la partie basse, qui est un don d'Olivier de Rohan et de M. Droyère en 2018. Et ça a été formidable, parce que c'était une petite piqûre de rappel. Moi, j'ai présenté quelques objets de cette série à l'exposition La Chine à Versailles, et je me disais quand même, ce serait bien qu'un jour on présente ces pièces. Parce qu'en fait, c'est le premier service en porcelaine qui a été utilisé à Versailles, hein, et dans la salle à manger du deuxième étage. Et puis, voilà, deux bonnes fées se sont réunies pour nous offrir ce premier plat en 2018. Et par un coup du sort extraordinaire, en janvier 2019, passé à New York en vente, les deux grands plats qui sont au-dessus et les 3 petites terrines que vous voyez là, hein, les petites terrines couvertes. Voilà. Donc on a pu acheter ces pièces d'un seul coup, et vous voyez cette travée, elle s'est faite tout naturellement grâce à cet achat. Donc ça a été merveilleux. Alors les deux travées suivantes sont consacrées aux pièces du service bleu céleste de Louis XV. Aujourd'hui, nous avons 13 pièces de ce service. Ça, c'est un service qui nous tient extrêmement à cœur, parce que ce service, vous savez, c'est un service qui est vraiment emblématique de la manufacture de Vincennes, hein, puisque c'est le premier grand service réalisé à Vincennes. On dit généralement que l'idée de ce service est née en 1751, et le temps de préparer, de dessiner les formes, on a demandé à Duplessis de dessiner les formes. Voilà, deux des nombreux dessins, 58 dessins de Duplessis sont conservés aujourd'hui à la manufacture de Sèvres, dans les archives. Et c'est très intéressant, ce sont des dessins préparatoires pour toutes ces formes sont nouvelles. Hein, donc il y a eu un travail magnifique fait par Duplessis. Et ce qui est très touchant quand on regarde ces dessins, c'est que vous avez une petite annotation sur chacun, vu, bon, ça veut dire que la forme est bonne. Et par exemple, vous avez ici à gauche, à droite, la forme du plat à rot, hein, qui est un plat qui était destiné à servir évidemment les viandes. Donc
Ça a été une très grande entreprise hein, que la mise en œuvre de ce service. Il fallait dessiner les formes, il fallait choisir un fond, choisir le décor. Vous savez que c'est pour ce service qu'on a mis au point, Jean Hello, le chimiste, a mis au point le fond bleu céleste, qui est un fond de couleur magnifique. Alors bleu céleste, en l'honneur de l'Empire céleste, hein, c'est en réalité un bleu turquoise, comme vous le savez. Et ce bleu céleste est d'une difficulté inouïe à poser, parce qu'il faut le poser, on pose sur un mordant, on ne pose pas avec un pinceau. On enduit la pièce d'un mordant et on souffle la couleur sur le mordant. Enfin, c'est admirable. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent beaucoup de différences entre les bleus d'une pièce à l'autre, hein, parce que c'est tellement artisanal, tellement difficile qu'il y a beaucoup de nuances, mais qui sont très belles, justement. Voilà. Donc, un service inouï, 1749 pièces, hein, mais vous savez que sur ces 1749 pièces, il y en a 1266 qui sont destinées au décor de la table. C'est-à-dire beaucoup de petites pièces en biscuits, beaucoup de petits vases, de petites bobèches. On ne connaît pas, il y a des figures en biscuits aussi, malheureusement la liste n'est pas connue et on ne peut qu'avoir des conjectures là-dessus. Alors, ce service, il nous tient à cœur parce que vous avez ici 3 corbeilles du service bleu céleste qui sont les premières pièces de ce service à être entrées dans les collections de Versailles en 1995 et grâce à la Société des Amis de Versailles. Donc voilà, ça a été le premier grand coup de pouce et fondateur, je dirais. Alors, comme je vous le disais, on a pu acheter plusieurs pièces. Récemment, nous avons pu acheter cette corbeille losange. Toutes les corbeilles du service sont merveilleuses avec les ajours hein, sur les côtés. C'est un travail merveilleux. Alors, cette corbeille, comme la précédente, les corbeilles ovales et les corbeilles losanges ont été livrées en 1755 par la manufacture à Louis XV et elles portent la lettre date C, ce qui est normal pour 1755. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. Ici, une pièce qui avait été... beaucoup de pièces ont été offertes, sont entrées grâce à la Société d'Amis de Versailles. C'est le cas également de ce ravissant moutardier qui a été acheté en 2004. Hein. Donc là, vous voyez de plus près tout ce qui fait la beauté de ce service. Alors, ce fond de couleur merveilleux, les très jolis motifs de dorure, hein, la frise de sequin. Vous savez, il y a 2 motifs principaux, la frise de sequin ou la frise d'épines de rose, et puis un très beau décor de fleurs. Hein. Et alors, quand on enlève quand on enlève le petit moutardier, on a sur le plateau un oiseau absolument charmant qui cache en fait un petit défaut de cuisson. Mais en principe, le décor est décor de fleurs et de fruits. Alors, là, j'ai essayé de faire l'exercice un peu pédagogique que je souhaitais faire. C'est le seul service avec lequel on peut vraiment le faire. C'est-à-dire séparer dans les 2 travées, séparer d'abord les pièces de premier service et ensuite, dans la seconde travée, mettre les pièces de service de dessert. Donc que ce soit évident pour le visiteur. Hein. Même bien sûr, les conférenciers peuvent l'expliquer, mais c'est bon que le visiteur puisse voir les objets lui-même. Donc vous reconnaissez ici la belle terrine achetée en 2004, le petit moutardier dont je vous parlais à l'instant avec son plateau, j'ai séparé pour qu'on voit le plateau est tellement joli qu'il mérite d'être vu, un plat à rôt acheté récemment et en haut un plat d'entrée et qui a aussi un petit oiseau, je ne sais pas si vous le voyez, sur le bassin qui cache un défaut de cuisson. Donc ça c'est très, très joli. Et puis à droite sont les pièces de service de dessert, donc la fameuse jatte à ponche, les corbeilles ovales et rondes et un compotier carré que nous avons acheté il y a quelques années et une assiette. Alors nous n'avons qu'une assiette de ce service. Les assiettes étaient du modèle assiette à godron et vous savez que dans ces grands services du XVIIIe siècle, et c'est le cas dans le service de Louis XV et les services qui vont suivre jusqu'à la Révolution, tant qu'on réalise ces services en porcelaine tendre, on n'utilise pas les assiettes pour les premiers services. On les utilise uniquement pour les services de dessert parce que, comme vous le savez, la glaçure de la pâte tendre est extrêmement fragile et se raye au couteau. Donc pour les viandes, pour les entrées, on utilise de l'orfèvrerie, soit une vaisselle en argent ou en vermeil ou en or. Voilà.
Voilà, alors je vous ai déjà montré la jatte à ponche. Alors, vous, petit clin d'œil, la jatte à ponche, vous savez que le punch est une mode qui est venue d'Angleterre, bien sûr. Et les premières jattes à ponche, on les connaît en porcelaine de Chine, on les connaît, enfin, les premières jattes à ponche en porcelaine, hein. On les connaît en porcelaine chinoise, à Meissen aussi, très belle jatte à ponche des années 1730. Et en France, donc c'est dans le service de Louis XV qu'apparaissent les premières jattes à ponche, hein, qui sont des pièces d'un grand luxe parce que très grand bol, les lignes sont merveilleuses, enfin c'est un objet magnifique, toujours accompagné d'un mortier, hein, pour piler les épices. Alors le mortier de cette jatte existe, il est conservé aujourd'hui à Botton House chez le duc de Buccleuch. Vous savez qu'il y a une partie de ce service qui est en Angleterre aujourd'hui à Botton House, qui est cette partie qui a été cédée par Louis XV au duc de Choiseul. Choiseul partait en ambassade, et c'est peut-être pour cette raison que Louis XV lui a cédé une partie de son service, non pas qu'il n'aimait plus son service, comme on l'a quelquefois dit, ce qui est absolument absurde, puisqu'il a commandé des compléments par la suite, mais Choiseul partait comme une véritable vitrine publicitaire avec ces pièces de ce service tellement admirable pour le faire connaître, hein, dans les villes où il serait ambassadeur. Et les jattes à ponche et les mortiers étaient aussi accompagnés d'une grande cuillère, hein, en porcelaine. Et ça, alors, je crois qu'il malheureusement, moi je n'en connais aucune, je ne pense pas qu'elles aient subsisté, ces cuillères. Voilà. Alors voilà, vous voyez la plaque de billard dont je vous parlais tout à l'heure est au revers de ce premier meuble. Alors, dans le deuxième meuble, nous avons mis, dans la première travée du deuxième meuble, nous avons mis des éléments de service acquis par Louis XV après le service bleu céleste. Il y a eu notamment un service à fond vert qui a été acheté par Louis XV auprès du marchand Lazare Duvaux. Il ne l'a pas acheté directement auprès de la manufacture, mais auprès de Lazare Duvaux. Il y a également le service bleu caillouté d'or, dont la plupart des éléments nous ont été offerts par M. Pizot ici présent, que je remercie beaucoup. Et il y a aussi un service qu'on appelle le service mosaïque enfant, qui est un service qui a commencé par Louis XV en 1759, et Louis XVI achètera encore des compléments. Vous savez, Louis XVI va vraiment suivre la politique de son grand-père vis-à-vis de la manufacture, et comme il avait une véritable vénération pour son grand-père, très souvent il poursuit l'enrichissement des services amorcés par Louis XV. C'est très touchant en réalité. Et puis à la partie supérieure, alors vous voyez peut-être mieux sur la photo, j'ai placé trois pièces qui sont un peu des intruses, peut-être, puisque ce ne sont pas des pièces qui ont été utilisées par Louis XV, mais elles ont été offertes par Louis XV. Et je pense que c'était quelque chose qui était important de montrer pour plusieurs raisons. Les trois pièces qui sont là, vous reconnaissez deux assiettes du service de l'impératrice Marie-Thérèse, donc offertes par Louis XV, avec le service du Danemark et le service offert à Marie-Thérèse, sont les deux premiers grands services offerts en guise de cadeau diplomatique par Louis XV en 1758. Et au milieu, vous avez un mortier qui accompagnait une jatte à ponche, qui est aujourd'hui dans une collection anglaise, qui a été offerte par Louis XV au maréchal-duc de Richelieu. C'est un vaillant soldat qui s'était illustré à Fontenoy et notamment aussi à la bataille de Fort Mahon en 1756. Et en fait, ces trois pièces, pourquoi est-ce que j'ai voulu les présenter? Bien parce que toutes les trois, d'abord parce que toutes les trois ont été offertes par Anne-Jules de Noailles au château en 1962 et en 1980. Et c'est le premier donateur de pièces de porcelaine au château, de porcelaine du XVIIIe siècle. Donc d'abord, je voulais lui rendre hommage parce que c'était très prémonitoire et il a été extrêmement généreux. Et puis d'autre part, je trouve que c'était bien de montrer l'usage que Louis XV pouvait faire de ces pièces. Pour lui-même, pour son propre usage, mais il lui arrivait d'en offrir en guise de cadeau diplomatique. Il lui arrivait d'en offrir aussi à des grands, on dirait aujourd'hui des grands serviteurs de l'État, soit des vaillants soldats, soit des bons ministres qui l'entouraient. Vous savez que dans les registres des ventes de la manufacture de Sèvres, on a toujours en fin d'année notamment, on a toujours la liste des cadeaux faits par le roi, soit des membres de sa famille, soit différentes personnes, et c'est une part importante des achats du roi. Et c'est une façon aussi de soutenir la manufacture, hein, ces achats. C'est une forme de mécénat, hein, de la part du roi. Donc c'était important. Au-dessus, vous distinguez aussi la petite statuette. Nous avons un exemplaire de cette statuette qui représente Louis XV, qui a été Louis XV d'après la grande statue en pied
de Pigalle pour la place royale de Reims. Et cette statuette présidait, si vous voulez, le surtout du mariage du dauphin. Pour le mariage du dauphin, le futur Louis XVI, avec l'archiduchesse Marie-Antoinette en 1770, le banquet, le dîner du mariage a eu lieu dans la salle de l'opéra, qui venait d'être terminée par Gabriel. Et il y a un très très joli dessin, j'aurais dû l'apporter, pardon d'avoir oublié, un très beau dessin de Moreau le Jeune qui montre ce grand dîner. Et Bachelier avait dessiné un surtout absolument somptueux qui malheureusement a été démantelé dès la fin du XVIIIe siècle, transformé au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dont il nous reste quelques vestiges à Versailles. Et Louis XV présidait, si vous voulez, à l'ensemble de la composition. Donc j'ai voulu quand même montrer ce biscuit dans cette présentation pour rendre grâce au roi, grâce auquel la manufacture existe malgré tout. Alors dans les dernières, donc la première travée est consacrée au service de Louis XV, différent du service de Céleste. À partir de la deuxième travée, nous passons à l'époque de Louis XVI. Et la deuxième travée est destinée à évoquer, alors j'espère que j'ai quelque chose de plus, voilà. Mes photos ne sont pas bonnes, je suis désolée, mais quand on est enfermé dans cette pièce, on n'a pas de reflets, mais on n'a pas beaucoup de lumière, et dès qu'on ouvre les portes, on a des reflets épouvantables, c'est très difficile à photographier. Donc dans cette deuxième travée, j'ai mis les 6 pièces, les 6 maigres pièces que nous pouvons exposer du service mythologique de Louis XVI. C'est évidemment très peu, puisque ce service aurait dû être considérable s'il avait pu être terminé. Louis XVI en a l'idée en 1782 et la réalisation a commencé en 83. Et un peu près de 180 pièces sont réalisées. Le travail aurait dû être terminé en 1805. C'était un programme extraordinaire. Ça devait être le service le plus somptueux qui aurait été fait au XVIIIe siècle. Et il n'a jamais été. Et c'est un service très savant, puisque sur chaque pièce, vous avez plusieurs cartouches peints, dont les sujets sont tirés soit de l'histoire romaine, soit des métamorphoses d'Ovide, soit du Télémaque de Fénelon, qui était, comme vous le savez, un livre très cher à Louis XVI. Et c'est Louis XVI qui a établi tout le programme iconographique de ce service. C'était inouï. C'était un travail énorme d'abord de retrouver aussi des gravures permettant aux peintres de la manufacture de travailler sur ce service. Alors, le Louvre nous a généreusement déposé le plateau de Moutardier peint par Dodin, que nous avions emprunté pour l'exposition Dodin et qui est resté dans la maison après l'exposition, qui est une très jolie pièce. Et vous voyez, nous ne sommes pas très riches, nous avons un petit seau à verre, 3 tasses à glace et une assiette plus simple. L'exécution des décors était tellement longue, tellement compliquée que dans les années 86-87, les dirigeants de la manufacture se sont dit il faut peut-être qu'on fasse des assiettes plus simples, sans cartouche peint. Donc il y a simplement une dorure sur le marli, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Parce que sur chaque assiette, autrement, il y avait 5 cartouches peintes. C'était donc, il fallait pratiquement plus de 6 mois pour un peintre pour exécuter le décor d'une assiette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délai. Voilà. Donc, il y a je ne sais plus, une quarantaine d'assiettes qui ont été faites ainsi, avec simplement de la dorure sur le marli, sans cartouche peinte. Donc, c'est dans cette vitrine que j'ai voulu présenter les pièces du surtout de Bacchus, parce que Louis XVI l'aimait particulièrement. Il en a offert des pièces à plusieurs reprises dans différents cadeaux diplomatiques. Donc, la pièce centrale en bas, en haut une des pièces accessoires et puis les 4 figures isolées. Voilà. Et puis dans les 3 dernières vitrines, nous avons présenté des pièces du service du gobelet du roi. Donc nous commençons à avoir un certain nombre d'éléments aujourd'hui grâce à la générosité de plusieurs d'entre vous. Et donc nous avons surtout des pièces de service du dessert. Donc on ne peut pas faire l'exercice des premiers services, des services de dessert. Et j'ai mêlé ces pièces volontairement à des pièces de biscuits, des exemplaires de biscuits dont je sais que Louis XVI les a aimés particulièrement. Alors, vous voyez, on a essentiellement des assiettes, des compotiers, des seaux à verre, des sucriers, et j'ai voulu mêler tout cela avec ces pièces de biscuits. Dans la première vitrine, alors je crois que j'ai une meilleure photo, voilà. Vous voyez à peu près, voilà.
Dans cette vitrine, j'ai voulu présenter les 3 pièces d'un surtout que Louis XVI a beaucoup aimé. Marie-Antoinette également, on a eu des exemplaires, mais Louis XVI a eu, vous avez le déjeuner, la nourrice et la toilette. Et puis, à la partie basse, un très très beau biscuit qu'on a acheté l'année dernière, qui est Télémaque racontant ses aventures à Calypso. Alors ça, c'est un biscuit auquel moi je suis très très attachée parce que pour moi, il incarne le goût de Louis XVI. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Louis XVI a aimé follement le livre de Télémaque de Fénelon. Il l'a imprimé lui-même sur une presse à Versailles. Il était pétri d'histoire grecque, et il connaissait parfaitement ce livre. L'histoire de Télémaque aussi est très présente dans le service mythologique. Donc c'est très intéressant parce que la source du Télémaque, elle a servi à plusieurs supports. Dodin, mon cher Dodin, a peint une plaque de porcelaine avec ce sujet. On l'a réalisé donc en biscuit, on l'a peint aussi sur des pièces de service. Voyez, donc c'est vraiment un sujet très, très, très aimé, très apprécié à la manufacture de Sèvres à l'époque de Louis XVI. Et Louis XVI en offre à plusieurs reprises, mais enfin, c'est quand même très, très limité, et à plusieurs personnes. Et quels sont les autres acheteurs de ce biscuit de Télémaque? Eh bien, le duc d'Orléans, le cousin du roi, et puis Catherine II de Russie. Avec le fameux service au camé acheté par Catherine II de Russie, il y avait un nombre de pièces de sculpture absolument ahurissant. Et il y avait justement le biscuit de Télémaque. Et ce Télémaque, il avait eu tellement de succès qu'on avait demandé à Boiseau de créer un pendant à ce biscuit qui s'appelle Achille chez Dédémy. Et par chance formidable, aujourd'hui, ces 2 biscuits sont conservés toujours à l'Ermitage, parce que les Russes ont eu leur révolution, mais ils n'ont pas tous bazardé comme nous. Donc il y a encore beaucoup de choses à l'Ermitage, comme vous le savez. Et ce biscuit que nous avons acheté l'année dernière n'était pas en très bon état, il nécessitait des restaurations. Et grâce à mon collègue de l'Ermitage, Yann Wilensky, que certains d'entre vous connaissent peut-être, il m'a envoyé des photos. Les 2 biscuits d'Ermitage sont dans un état parfait. Il m'a envoyé des photos et la restauratrice a été... Parce qu'il y avait eu vraiment des transformations un peu violentes sur ce biscuit, et on a pu rétablir un état très proche de l'original. Donc ça a été formidable. Et c'est vraiment un très beau biscuit, donc je suis très très heureuse d'avoir pu l'acquérir. Voilà. Et puis voilà, les 2 dernières, voilà, la dernière travée ici, avec l'amour rémouleur. Donc, les achats de Louis XVI en matière de biscuits, c'est fou, hein, c'est incroyable. Et Louis XVI a aimé infiniment les créations de Boiseau. En fait, c'est que Boiseau devient directeur de l'atelier de sculpteur en 1973, donc un an avant l'avènement de Louis XVI. Et finalement, la carrière de Boiseau correspond au règne de Louis XVI, enfin sous l'Ancien Régime. Celle de Boiseau durera bien longtemps après la Révolution. Et Boiseau a su, je pense, très bien comprendre le goût de Louis XVI. Il a su incarner le goût de Louis XVI. Et c'est-à-dire que des créations antiques, dans le goût antique, mais un goût antique qui n'est jamais sévère. Hein. Alors surtout dans les premières créations de Boiseau qui rappellent un peu ce qu'a fait Falconet aussi. Mais je pense que Boiseau a su parfaitement comprendre le goût du roi et l'incarner. Voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que vous êtes très fatigués. Et merci de votre attention.